Donc nous allons commencer. J'espère que tout le monde va arriver à trouver une place. Il reste un peu de place ici. Je laisse la parole à la intervenante. Bonsoir. Nous avions entamé un cycle de conférences pour répondre à cette question, vivre sa vie jusqu'à la fin. Et nous nous étions déjà réunis pour donner la réponse de croyants. Mais aujourd'hui, nous donnons une autre forme de réponse à cette question. Vivre sa vie jusqu'à la fin. Quelles ressources, à la fois dans la médecine et dans le droit. Alors pour nous parler de ces ressources dans la médecine et dans le droit, nous avons en ordre, je dirais presque en ordre de passage, si on peut dire, ils vont prendre la parole les uns après les autres. Et nous allons commencer par maître Alain-Jacques Pérez-Couvre, qui est avocat en droit de la famille, ici à Perpignan depuis 2011, et qui en même temps enseigne à la fois des matières de droit privé, des matières de droit public et d'histoire du droit. Et vous aurez compris qu'en matière de législation relative à la fin de vie, il y a également une perspective à aborder qui est celle de l'histoire. Et puis nous entendrons le docteur Gilles Villot, qui a une activité depuis 34 ans dans les établissements en Haute-Savoie, et puis qui a rejoint ce département. Et dans ce département, une activité à la fois actuellement une activité de palliatif à domicile depuis 9 mois. Alors, signalons aussi une expérience à la fois de cancérologue. Signalons aussi une activité dans des structures de soins palliatifs. Mais si nous lui avions, avec Hélène Delfaux, si nous avons souhaité sa présence aujourd'hui, c'est précisément parce qu'il se consacre exclusivement aux soins palliatifs à domicile. Et puis nous quitterons d'une certaine façon le domicile, mais nous aborderons alors, avec le docteur Thierry Morcrette, les soins palliatifs en institution, à l'hôpital. Alors, les uns et les autres ont une modestie que nous saluons tous, en disant qu'ils ont un petit pédigré, qu'ils ont finalement peu de choses à nous dire sur eux-mêmes. Mais nous savons combien cette activité médicale est prenante, non seulement techniquement, mais aussi humainement. C'est pas pour rien que la médecine est une science et un art. Alors, il est à la clinique Saint-Pierre, où il y a officiellement 10 lits identifiés de soins palliatifs. Et pendant 20 ans, il a aussi été généraliste à Sainte-Marie-de-la-Mer. Sainte-Marie-la-Mer. C'est pas la même chose. Ouais. Un diplôme universitaire en soins palliatifs et puis un diplôme interuniversitaire également de soins palliatifs. Il est membre de l'Olivier, qui est une association à laquelle il a participé à la création de cette association, mais qui en tout cas insiste sur la présence mobile, notamment de bénévoles auprès des familles, quand il y a
situation de soins palliatifs. Je vais maintenant donner la parole. Alors, il y aura un temps de questions, mais tout à la fin. Et pour que chacun respecte son temps de parole, vous verrez que je ferai circuler des petits papiers de temps en temps. Alors, c'est un petit papier pour dire que, et j'ai emprunté ce truc-là à quelqu'un qui est dans la salle, hein. Et comme ça a fonctionné, Joseph, mais comme ça a marché la fois précédente, alors, hein, les vieilles recettes, voilà. Alors, je ferai passer un petit papier quand il reste 10 minutes, et puis quand il reste 5 minutes, et puis quand il reste peut-être 2 minutes. On va voir comment ça se passe. Merci beaucoup. Bonsoir, bonsoir Madame la députée, Mesdames les élus, Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, chers amis. Vous m'entendez suffisamment? Non, pas du tout. Le micro devant la bouche. Ouais, mais là je peux pas plus. Sinon je le mange. C'est bon? Non? 22? Sinon je prends le mobile. Donc, ce soir, le thème, c'est vivre une vie jusqu'à sa fin, les soins palliatifs, les directives anticipées. Je vais commencer par l'écrivain Eugène Pelletan, qui est du 19e, il énonçait les choses suivantes. Dieu est-il mort? Non, me disent-ils, pour avoir le droit de mourir, il faut avoir vécu. Par cette courte phrase, ici, l'auteur vient nous dire la condition réelle pour se voir octroyer le droit de mourir. Il faut donc avoir une connaissance de la vie. Ça, c'est l'importance, on verra par la suite. Ici, on entend par connaissance de la vie l'idée d'avoir exploré en profondeur jusqu'à atteindre les abîmes. Autrement dit, pour Pelletan, on est plus à même de demander la mort, la personne qui est plus à même de demander, c'est celui qui a vécu. Je vais m'orienter donc uniquement vers celui qui a été éreinté par la vie. Celui dont la vie serait une épreuve et dont la mort en serait un accompagnement dans le respect et la dignité, sa dignité. Le droit à mourir a longtemps fait l'objet d'écrits, mais aussi d'interrogations. Déjà, Montesquieu, au XVIIIe siècle, indiquait que les lois sont furieuses en Europe contre ceux qui se tuent eux-mêmes. On les fait mourir, pour ainsi dire, une seconde fois. Ils sont traînés indignement par les rues, on les note d'infamie, on confisque leurs biens. Il me paraît que ces lois sont bien injustes. Ce sont un extrait des lettres persanes. Plus encore aujourd'hui, le débat refait surface. En effet, pour Alice Dréau, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une journaliste à la Croix, la fin de vie fait partie des chantiers à venir du nouveau mandat d'Emmanuel Macron. Une convention citoyenne devrait déterminer s'il faut faire évoluer la loi actuelle dite Claeys-Leonetti, datant déjà de 2016. Commence à être un petit peu ancienne. Ainsi, dans une société où la vie devient synonyme de souffrance, un droit à la mort est de plus en plus revendiqué. Alors que La Fontaine écrivait à l'inverse, plutôt souffrir que mourir, c'est la devise des hommes. Aujourd'hui, à plus forte raison, la tendance s'est inversée. La devise des hommes d'aujourd'hui étant devenue plutôt mourir que souffrir. Les soins palliatifs et les directives anticipées. Alors, il y a quelques articles qui vont être énoncés. Je le fais par principe, mais ils sont assez imposants. L'article L, 1er mai de la loi de 1999, relatif aux droits de la personne malade et des usagers du système de santé, définit les soins palliatifs comme étant, je cite, des soins actifs et continus pratiqués par une équipe interdisciplinaire, en institution ou à domicile. Il vise à soulager la douleur, à apaiser la souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de la personne malade et à soutenir son entourage. Ici, les directives anticipées désignent le fait pour un individu d'effectuer, s'il le souhaite, une déclaration écrite pour préciser ses souhaits concernant sa fin de vie.
Le sujet a pour objectif d'interroger le lecteur sur des mesures prises par le législateur concernant la fin de vie et de l'amener à s'interroger sur les probables avancées futures. Par conséquent, la question qu'il paraît opportun de soulever est la suivante. Depuis la loi de 1999 et les avancées progressives relatives à la fin de vie, pouvons-nous entrevoir et plus encore espérer une légalisation de l'euthanasie? Il conviendra d'étudier la question en trois parties. Dans un premier temps, nous allons voir la sacralisation de la vie qui tend à ralentir l'avènement du droit de la mort. Dans un deuxième temps, nous verrons que malgré tout, le droit à la fin de vie connaît une progression certes lente mais évolutive. Et enfin, nous soulèverons la question de l'euthanasie. Sur la sacralisation de la vie. Pour Beccaria, dans les délits et les peines, le suicide qui est du XVIIIe siècle, le suicide est un délit qui semble ne pouvoir être soumis à aucune peine proprement dite, car cette peine ne pourrait tomber que sur un corps insensible et sans vie, ou sur des innocents. Il faut blâmer hautement le suicide. Le rapport à la vie, cela en ressort, est empreint de puritanisme. Il y a ici l'idée que la vie est un présent de Dieu, on ne peut se défaire librement. Pour Francisco Victoria, qui était du XVe siècle, se donner la mort est toujours un péché. Par l'usage du mot « toujours », ici l'auteur laisse entendre à ses contemporains l'actualité de la peine. C'est toujours un péché. Autrement dit, se donner la mort est toujours prescrit par la loi divine. Malheur à celui qui se laisserait penser que cette loi se serait peu à peu érodée avec le temps. Encore aujourd'hui, cette idée perdure dans notre esprit qui, malgré la laïcité ambiante, est encore empreint de valeurs judéo-chrétiennes. Pour preuve, on en parlait tout à l'heure, le 25 juin 1999, le Conseil de l'Europe, dans sa recommandation 1418 de protection des droits de l'homme et de la dignité des malades incurables et des mourants, prenait très clairement position, à savoir l'interdiction absolue de mettre intentionnellement fin à la vie. Un médecin ou autre personne ne peut en aucun cas répondre à la demande d'un patient qui demanderait qu'on l'aide à se tuer, soit le suicide assisté, ou qui demanderait qu'on le tue, l'euthanasie. Cette moralité va être insufflée au travers de nos lois. On parle alors de droit à la vie. C'est d'ailleurs le premier droit garanti par les grands textes internationaux. En effet, l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme précise « Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne ». Dans le même ordre, l'article 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme énonce « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi ». Nous allons entamer maintenant la reconnaissance progressive du droit à la vie et à la fin de vie. Le droit de mourir, lorsqu'on le veut, fait selon moi partie des droits de l'homme, a fortiori quand on souffre atrocement d'une maladie incurable ou d'un handicap écrasant. Ce n'est pas de moi, c'est de André Comte-Sponville, qui est philosophe. Il indique également qu'il y a ce droit à mourir, et on l'applique dans la loi du 9 juin 1999, qui marque la genèse juridique de ce droit. Cette loi vise à garantir le droit d'accès pour tous au soulagement de la douleur et des soins palliatifs en fin de vie. En plus de l'article que j'avais précédemment énoncé, à savoir l'article 1er B de la loi de 1999, relatif aux droits de la personne malade et des usagers du système de santé, l'article 1110-5 du Code de la santé publique ajoute « Toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur. Celle-ci doit être en toutes circonstances prévenue, évaluée, prise en compte et traitée. » Ici, à mon sens, on peut entrevoir les prémices d'un droit à mourir. En effet, le législateur vient s'intéresser donc à la souffrance du malade
en l'espèce celui étant éprouvé par la maladie et ou par la vie, il va se voir octroyer un droit à mourir sans souffrance dans une forme de respect de l'être. Ainsi, le corps médical fera en sorte de soulager les douleurs physiques, les symptômes inconfortables ou encore la souffrance psychologique du mourant. C'est donc un accompagnement à la mort afin que le passage de la vie à trépas se fasse sans souffrance. En ressort l'idée principale d'un droit à mourir dignement. Cette première approche du droit à mourir va être renforcée par la loi du 4 mars 2002, dite loi Bernard-Kouchner. La loi Kouchner est la première loi relative aux droits des malades. Celle-ci vient préciser clairement le droit au refus de traitement et instituer le droit de désigner une personne de confiance. C'est dans l'alinéa 2 de l'article 1111-4 du Code de la santé publique. Je cite, « Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. Le suivi du malade reste cependant assuré par le médecin, notamment son accompagnement palliatif. Le médecin a l'obligation de respecter la volonté de la personne après l'avoir informé des conséquences de ses choix et de leur gravité. Autrement dit, le malade peut clairement affirmer qu'il souhaite mourir. » Revient alors notre pensée introductive de Pelletan. Le malade ayant été éprouvé par la vie fait donc droit à mourir. Seulement, je cite, le médecin a l'obligation de l'avoir informé des conséquences de ses choix et de leur gravité. Cette obligation d'information sonne comme une volonté de ramener le malade à la raison, de l'en dissuader. Surgit alors ici le spectre, en mon sens, de la vie sacrée. La loi Leonetti, qui fait suite en 2005, ne fera que conforter la loi Kouchner, puisque celle-ci vient réaffirmer qu'un patient peut, lorsqu'il juge que le traitement qui lui est administré relève d'une obstination déraisonnable, refuser le dit traitement, quand bien même ce refus l'expose à mourir. Nous sommes tous exposés à décéder un jour, et en 2016, avec la loi Clé-Leonetti, le droit à mourir va faire un véritable bond en avant. Ici, cette loi, la loi Clé-Leonetti, donne la possibilité de formuler clairement des directives anticipées ou de demander une sédation profonde jusqu'au décès. L'article 1111-11 du Code de la santé publique définit les directives anticipées comme l'expression de la volonté de la personne relative à sa fin de vie en ce qui concerne les conditions de la poursuite, de la limitation, de l'arrêt ou du refus de traitement ou d'actes médicaux. Cependant, les directives anticipées ne sont pas accessibles à tous. En effet, l'article précité vient y restreindre l'accès. En effet, seules les personnes majeures peuvent rédiger des directives anticipées pour le cas où elles seraient le jour, hors d'état d'exprimer sa volonté. Quid, en mon sens, de celui qui n'a pas eu le temps d'anticiper? Ici, l'avancée reste majeure, puisque l'individu peut agir par anticipation. Il détient donc un pouvoir, le pouvoir de dire oui ou non, s'il souhaite se soumettre à une assistance médicamenteuse dans l'hypothèse d'un séjour hospitalier. L'homme s'octroie ainsi le droit de mourir, l'homme avec un grand H, bien sûr. La force de ce droit est telle qu'il n'a pas de condition de durée et s'impose au corps médical. D'autre part, l'accès à la sédation profonde jusqu'au décès ouvre pour tout patient le droit de considérer qu'un traitement constitue pour lui une obstination déraisonnable et peut le refuser, même si ce refus peut avoir des conséquences vitales. On retrouve ici un approfondissement de la loi de 1999 avec un accompagnement à la mort auquel s'ajoute le principe central de la loi Kouchner, qui est l'affirmation à vouloir mourir. D'autre part, la loi de 2016 vient renforcer la parole de la personne de confiance. Cette dernière est maintenant garante de la parole du malade. Cependant, la loi Clé-Leonetti est encadrée par des conditions excessivement strictes.
Ainsi, dans le cadre des directives anticipées, le patient doit souffrir de façon insupportable et son décès doit être reconnu comme inévitable et imminent. Concernant cet accès à la sédation profonde et continue jusqu'au décès, ce dernier est lui aussi conditionné par une discussion en procédure collégiale pour vérifier que la situation du patient rentre bien dans le cadre des conditions prévues par la loi. Surgit donc ici le spectre de la vie sacrée, mais reste en question la personne souffrant d'une maladie dégénérative, incapable de pouvoir se prononcer, mais dont on sait que la finalité sera ou est une grande souffrance. Le quid de l'euthanasie ou du choix de sa fin de vie. Aujourd'hui, le droit à mourir dans l'esprit de tout un chacun sous-entend la liberté d'interrompre le cycle de la vie par le biais d'une assistance médicale. Seulement, assimilée à un homicide en France, l'euthanasie active y est interdite. L'article 221-1 du Code pénal est sans appel. Le fait, je cite, le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre. Il est puni de 30 ans de réclusion criminelle. Néanmoins, si l'on se reprend à la définition établie par le rapport de l'Observatoire de fin de vie, l'euthanasie est, je cite, la situation où un tiers met intentionnellement fin à la vie d'une personne à sa demande, afin de faire cesser une situation qu'elle juge insupportable. La définition est plus qu'intéressante puisqu'elle vient atténuer, amoindrir l'idée que l'on puisse se faire du meurtre, comme pour enlever un poids sur l'épaule de l'exécutant. Ce dernier ne le fait pas délibérément, il le fait à la demande de la victime dans l'unique but de faire cesser une situation qu'elle juge insupportable. À ce titre, Robert Badinter rappelle devant la commission Leonetti en 2008 que, je cite, le suicide n'est ni un crime ni un délit, on ne saurait poursuivre pour complicité au suicide. Après tout, il s'agit, en mon sens, de la liberté de chacun. Et dès 1789, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen affirme dans son article 4 ceci, à savoir, la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de borne que celle qui assure aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. Ainsi, si l'on prend le cas du suicide, celui-ci ne nuit à personne d'autre, au même titre que l'homme est libre de disposer de son corps, celui-ci devrait être libre et en mesure de pouvoir mettre un terme à sa vie. Ici, cette pensée a été évoquée dans un avis publié le 13 septembre 2002, dans lequel le Comité consultatif national d'éthique, le CCNE, ouvre la voie à une légalisation du suicide assisté, à condition de développer des soins palliatifs et l'accès à la sédation profonde. Le comité évoque la possibilité d'un accès légal à l'euthanasie, destiné seulement aux personnes qui ne sont physiquement plus aptes au suicide assisté, sous la condition d'un pronostic vital engagé à un horizon de moyen terme. Ici, avant même cet avis du CCNE, la question de l'euthanasie a souvent été présente dans notre réflexion, sans forcément être directement invoquée. De même, le serment d'Hippocrate aborde de manière très sous-jacente la question de l'euthanasie. En effet, le médecin jure de tout faire pour soulager les souffrances et jure de ne pas prolonger abusivement. Cependant, le serment d'Hippocrate fait état d'une certaine dichotomie, puisqu'il demande au médecin de ne pas prolonger la vie de manière abusive, mais vient interdire aux praticiens de délibérément provoquer la mort. Or, on peut se poser la question, comment ne pas prolonger abusivement la vie sans forcément donner la mort? Il en va de même lorsque l'on s'épanche sur l'article, R 4127-37 du Code de la santé publique. Celui-ci nous dit,
Je cite, « En toutes circonstances, le médecin doit s'efforcer de soulager les souffrances du malade par des moyens appropriés à son état et l'insister moralement. Il doit s'abstenir de toute obstination déraisonnable et peut renoncer à entreprendre ou poursuivre des traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou qui n'ont d'autres effets que le seul maintien artificiel de la vie. » La jurisprudence également, c'est-à-dire le droit actif, ce qui se pratique en droit, nous indique dans un arrêt de la 11e chambre de la Cour d'appel de Paris du 28 novembre 1986 que la volonté d'une personne de mettre fin à ses jours et donc de se mettre elle-même dans une situation de péril ne dispense pas de l'obligation de porter secours, devoir d'humanité lié à la protection de la vie d'autrui. Et le Code pénal également nous rappelle dans son article 223-6 que quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que sans risque pour lui ou les tiers il pouvait lui prêter sera puni de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Encore une fois, plane au-dessus de cette ligne de réflexion, à mon sens, le spectre de la vie sacrée. Ainsi, il convient d'en définir que, concernant l'euthanasie, nous sommes dans une zone que l'on pourrait appeler grise. À la fois, l'on reconnaît l'importance et l'intérêt de faire cesser la vie lorsqu'il en va de la dignité de la personne, et de la même manière, l'on se refuse à l'admettre, car trône encore dans notre esprit que la vie est sacrée et qui porter atteinte est toujours un péché. En d'autres termes, une loi collective sur une décision aussi personnelle qu'est le droit à la vie, ou plus précisément le droit à la fin de vie, pose des difficultés sur des notions aussi relatives qu'est la souffrance et sa dignité. Merci. Bonsoir à toutes et tous. Donc, je prends la suite. Donc, je précise un peu au niveau de ma présentation. Donc, j'ai travaillé pendant plus de 34 ans dans un établissement de santé en oncologie et hématologie où il y avait forcément lié à ces disciplines des patients qui se retrouvaient en soins palliatifs. Et on a eu jusqu'à 30 lits identifiés de soins palliatifs dans cet établissement qui appartenait à une fondation à but non lucratif. J'avais également une compétence en algologie pour gérer les problèmes de douleurs chroniques notamment, et puis j'ai été responsable d'une unité de soins palliatifs à la fin de ma carrière en Haute-Savoie. Et durant cet exercice qui était purement hospitalier, on va dire, bien entendu, j'ai été confronté souvent à des soins palliatifs et à des demandes aussi d'accompagnement de fin de vie. On a fait des soins palliatifs avant que les lois existent, et heureusement. Puis les lois, comme les a citées Alain Jacques, sont venues petit à petit compléter les choses, jusqu'à la loi Glies-Leonetti de 2016 permettant la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès dans certaines conditions. À partir de 2016 et à partir de cette loi permettant le suicide, la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès, j'ai été amené à accompagner et à pratiquer des sédations, à peu près une quinzaine, en respectant strictement les critères de la loi qu'a énoncé André Jacques: maladie incurable, patient qu'on ne peut pas soulager malgré tous les moyens qu'on emploie, et il faut s'employer à les mobiliser, et puis bien entendu, et c'est là où la loi était un petit peu plus imprécise, décès attendu rapidement. Et j'ai pu constater quand même les progrès qui ont été faits en France pour installer la culture palliative, notamment dans les établissements de santé, puisqu'on a quand même vu se multiplier les lits identifiés soins palliatifs, les équipes mobiles de soins palliatifs, et puis les unités de soins palliatifs qui sont des gradations progressives et des possibilités de prendre en charge des patients nécessitant des soins palliatifs. Ça, c'était un établissement de santé.
tout n'était pas parfait, mais il y avait quand même des progrès avec des moyens qu'on jugeait pas toujours suffisants. Là. Il y avait quand même quelques moyens. Et il y avait une culture palliative qui s'est quand même développée. Il ne faut pas non plus être totalement négatif. Maintenant, depuis 9 mois, j'interviens dans un exercice que je ne connaissais pas du tout, qui est l'accompagnement à domicile, donc dans le cadre d'une équipe mobile qui n'intervient qu'à domicile. Sur ce département, il y a 3 équipes mobiles, et nous sommes la seule qui intervient exclusivement à domicile, les autres intervenant à l'intérieur des établissements, dans les EHPAD et également à domicile. Les patients que je suis amené à voir, il y en a deux types. Il y a des patients qui sont porteurs de maladies incurables de type cancer ou des déficiences d'organes. Et puis il y a des patients qui sont aussi porteurs de maladies neurodégénératives. Et on pense en particulier à la maladie de Charcot, la sclérose latérale amyotrophique. Et ce n'est pas négligeable parce que ça représente à peu près un patient sur 6 parmi ceux que notre équipe accompagne. Alors, quelles sont mes constatations maintenant au bout de 9 mois d'expérience du soin palliatif à domicile, tout en sachant que je ne suis pas prescripteur, mais simplement préconisateur. Ça veut dire que j'ai besoin d'un médecin traitant qui doit reprendre, s'il le veut bien, et je me suis en général entendu avec lui avant d'intervenir, il doit reprendre mes préconisations sur la gestion des symptômes. Et les symptômes que l'on rencontre le plus souvent à domicile chez des patients en fin de vie en soins palliatifs, donc c'est essentiellement à la douleur, bien entendu, mais il n'y a pas que ça. Mais c'est essentiellement à la douleur. Là, c'est le premier problème, parce que, comme vous le savez, sur ce département, comme partout en France, on est face à une pénurie de médecins, à des déserts médicaux, et pas seulement pour les soins palliatifs. Hein. Il y a une pénurie de médecins généralistes que vous avez peut-être tous constaté, et pas de manière uniforme sur le département. Il y a des territoires du département qui sont plus concernés que d'autres, de la même manière qu'il y a une pénurie de recours à la gynécologie ou à la pédiatrie en ville. Quand je dis en ville, je parle de la ville et de la campagne, je ne parle pas des établissements de santé. Donc déjà, il faut qu'il y ait un médecin traitant. Moi, j'interviens sur des situations où il y a des médecins traitants. L'idéal, c'est que j'arrive parfois à faire des consultations en commun avec ce médecin et on échange, on fait une collégialité auprès du patient et de sa famille. Il y a des situations où il n'y a pas du tout de médecin traitant, où il n'y en a plus, parce que le médecin est parti à la retraite et qu'il n'est pas remplacé. Il y a des situations où il y a un médecin traitant, mais qui me dit malheureusement je ne peux pas venir aussi souvent, je ne peux pas me déplacer à domicile, je ne peux plus me déplacer à domicile, et les patients eux-mêmes sont plus en capacité d'être déplacés au cabinet. Et puis quand on fait du soin palliatif, le soin palliatif, c'est pas, ça demande une certaine finesse quand même, c'est du sur-mesure. Et les médecins ne peuvent pas non plus intervenir forcément en cas d'urgence. Souvent, ils interviennent sur des visites à domicile qui sont hebdomadaires ou mensuelles pour des renouvellements d'ordonnances, mais ils ont du mal à venir aussi sur une situation urgente. Et puis il y a aussi la problématique de la culture et de la connaissance palliative, parce que la gestion de la douleur, la gestion de d'autres symptômes, ça nécessite de connaître quand même les bonnes pratiques. Donc c'est ce que j'appellerais la culture palliative. Et ça s'apprend. Hein. Ça ne s'apprend pas forcément à l'université, ça s'apprend beaucoup par l'expérience, par le partage, par les formations complémentaires qu'on peut faire. Je pense que Thierry est d'accord avec moi. Et nous, notre rôle, à partir du moment où on a une certaine expérience, c'est aussi un compagnonnage. Et donc notre rôle, c'est aussi de conseiller les médecins et de leur donner des trucs et astuces voilà, pour mieux gérer les symptômes. Encore faut-il qu'ils soient disponibles et qu'ils puissent venir. Heureusement, et je ne les remercierai jamais assez puisque je me rends compte de leur côté incontournable, il y a des infirmières et des infirmiers à domicile. Si ils et elles n'étaient pas là, je crois qu'on s'effondrerait complètement. Elles sont là pour alerter les médecins, justement leur dire
ça va pas, prescris-moi ça, à défaut de pouvoir venir, enfin voilà, elles ont un rôle. Et puis je n'oublie pas les pharmaciens aussi, hein, parce que le triptyque de base de la prise en charge du patient à domicile, c'est quand même le médecin, l'infirmière et le pharmacien. Plus tout ce qui peut se rajouter après. Et si le médecin traitant n'est plus là pour jouer ce rôle de pivot et de coordonnateur, c'est très 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 compliqué de maintenir dans de bonnes conditions des patients en fin de vie à domicile. Or, les patients, quand on est en bonne santé, on le dit souvent d'ailleurs, ben moi, je sais que je vais mourir, mais j'aimerais bien mourir à domicile si possible, pendant mon sommeil si possible aussi. Or, dans la réalité, moi, les patients que je rencontre, ils ne sont pas du tout désireux d'aller à l'hôpital. Hein. Ils sont plutôt, et les proches aussi, ils voudraient absolument maintenir le patient en fin de vie à domicile, sauf que les moyens qui sont donnés ne le permettent pas, et qu'on se retrouve trop souvent dans des situations où, quand il y a une urgence, le vendredi, le week-end ou la nuit, on se retrouve aux urgences, alors qu'on avait espéré mourir chez soi, même s'il y a eu quand même des choses organisées à domicile. Donc mon constat, c'est qu'il y a des situations où ça ne se passe pas trop mal, mais il y a beaucoup de situations où malheureusement les soins palliatifs à domicile, tels que la loi de 1999 en donne le droit pour tout le monde, partout et précocement, ben, ce n'est pas la réalité. Par manque de moyens humains, et donc actuellement, ces problèmes de pénurie médicale sont vraiment prégnantes. Voilà. Et donc la sédation, les sédations profondes et continues maintenues jusqu'au décès, telles que j'ai pu les faire quand j'étais en milieu hospitalier, parce que j'avais jour et nuit des médecins, des infirmières et un accompagnement correct qui permettait de vérifier que la sédation était faite dans de bonnes qualités, qu'elle était profonde, qu'il n'y avait pas de réveil intempestif. Elle me paraît extrêmement difficile à organiser à domicile. Alors bien sûr, on peut faire appel au service d'hospitalisation à domicile, où on peut essayer de construire quelque chose qui permet de faire cette sédation à domicile, mais les services d'hospitalisation à domicile, par exemple, n'interviendront pas s'il n'y a pas une tierce personne qui est présente jour et nuit au chevet du patient, parce que par définition, les services d'hospitalisation à domicile ne peuvent pas être présents 24 heures sur 24. Ils passent X fois par jour, tous les jours. Quand une sédation est mise en place, pareil, ils ne peuvent pas être là toutes les 5 minutes à vérifier que tout va bien. Ça nécessite la complicité des infirmières libérales également et du médecin traitant. Et si on n'a pas, ben pareil, c'est compliqué. Donc en théorie, on devrait pouvoir faire des bons soins palliatifs à domicile, y compris des sédations profondes et continues, respectant bien les termes de la loi. En pratique, à domicile, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Beaucoup plus compliqué que ça. Voilà. Et je voulais aussi parler, alors, une grosse partie de ma patientèle, donc c'est des patients âgés, porteurs de cancer, mais il y en a aussi des plus jeunes. Je voulais revenir un peu sur les patients souffrant de maladies neurodégénératives, parce qu'on fait souvent appel à cette population de patients pour justifier une légalisation de l'euthanasie ou du suicide assisté. En fait, ces patients-là, contrairement aux autres, heureusement, ils nous sont signalés précocement. C'est-à-dire que nous, on les accompagne pratiquement au début de la découverte de la maladie, et on sait qu'ils vont avoir un certain temps de vie. Hein. Le pronostic de la sclérose latérale amyotrophique, il est de quelques années. Et si vous ne connaissez pas cette maladie, en fait, c'est une maladie du motoneurone, c'est-à-dire que petit à petit, ces patients vont perdre leur motricité, l'usage de leurs membres, et puis ils vont avoir des difficultés à respirer, à déglutir, vont se retrouver éventuellement avec des sondes pour être nourris, des gastrostomies, des machines pour les aider à mieux respirer, à remplacer le travail des muscles. Et ça, où ils vont, ces patients-là. Donc ces patients-là, on les accompagne, et donc j'en ai une quinzaine. Avec eux, on rédige des directives anticipées. Bien entendu, on parle beaucoup de cela. Ça ne se fait pas en une fois, hein, ça nécessite plusieurs rencontres. Au jour d'aujourd'hui, je n'ai eu aucune demande d'euthanasie ou de suicide assisté provenant de ces patients-là, sur un échantillon qui reste limité. Mais je voudrais peut-être un peu déconstruire le fantasme
qu'il y a autour de ces patients-là et du fait qu'ils seraient demandeurs plus que d'autres de l'euthanasie. C'est peut-être parce qu'ils savent que leur finitude est à court terme, qu'ils sont peut-être moins demandeurs et qu'ils veulent profiter du temps qui reste, à condition qu'on puisse, le moment venu, leur proposer la sédation profonde et continue. Parce que la plupart refusent l'étape ultime où ils devront peut-être être trachéotomisés et branchés à une machine. C'est encore un cap. Et j'en ai aucun qui, pour l'instant, n'a accepté de passer à cette étape-là. Voilà. Et il y en a un seul qui a pu bénéficier d'une sédation profonde et continue parce qu'il était arrivé au bout du bout et ça a pu se faire à domicile. Voilà. Et puis, je ne sais pas s'il me reste encore 5 minutes, non. Après, pour en revenir à ce qui est derrière le thème de ce soir, c'est-à-dire l'accès éventuellement à l'euthanasie et au suicide assisté, bien évidemment, moi je ne l'ai pas dit, mais je suis adhérent de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, qui regroupe 10 000 adhérents, enfin 10 000 soignants et 6 000 bénévoles. Je pense représenter l'opinion majeure de cette société. On est bien entendu contre l'euthanasie qui n'est pas un soin et qui n'est pas un acte thérapeutique, on est bien d'accord. Provoquer la mort n'est pas un soin, ça c'est clair. Pour nous, c'est une réponse un peu brutale et irréversible par définition, qui met à mal la culture palliative, qui est au contraire un accompagnement du sur-mesure, qui fait appel à la créativité, à l'inventivité, à la recherche du soulagement, en acceptant la finitude. On estime que les lois actuelles, peut-être imparfaites, ne sont pas si mal que ça, à condition d'être appliquées et qu'on nous donne les moyens humains et financiers de bien les appliquer. Et on pense que c'est un faux problème. Et puis la loi, elle est faite pour l'intérêt général, elle n'est pas faite pour défendre des intérêts singuliers et des demandes singulières. Voilà. Et donc, sur l'euthanasie, bien entendu, et puis on se demande si la loi était adoptée, elle deviendrait un droit exigible pour vous tous, pour ceux qui répondraient aux critères. Et quels moyens seraient mis en place pour accéder à l'euthanasie? Est-ce qu'il y aurait des euthanasies possibles à domicile? Par qui et comment? Est-ce qu'il y aurait des lits identifiés euthanasie dans les hôpitaux, comme il y a des lits identifiés soins palliatifs? Est-ce que les patients auraient accès à une liste officielle de médecins euthanasieurs? Si les médecins habituels font d'abord une clause de conscience en disant « moi je ne peux pas faire le geste létal », et une fois l'injection prescrite, est-ce que c'est bien les médecins qui la feraient? Est-ce qu'ils ne vont pas la déléguer à des infirmières qui mettraient en difficulté? Voilà. Et donc une loi qui dépénaliserait l'euthanasie concernant un faible pourcentage de personnes, finalement, resterait une très mauvaise réponse aux vrais problèmes qui sont la méconnaissance du grand public, mais aussi des soignants, des lois qui existent déjà, qui sont insuffisamment appliquées et qui pourtant répondent à la grande majorité des situations de fin de vie. Et puis plus largement, une loi dépénalisant l'euthanasie, eh bien, ça serait une mauvaise réponse. Et ça provoquerait un défaut de la diffusion de la culture palliative. Et au jour d'aujourd'hui, si on veut que cette culture palliative s'applique, il faut déjà nous donner les moyens humains et financiers pour que chaque personne, où qu'elle soit, mais surtout à domicile, bénéficie d'un accompagnement digne de son nom. Avant de parler de dignité à la mort, je pense qu'il faut parler de dignité à vivre avant tout, de droit à la dignité de vivre. Quant au suicide assisté, c'est un autre problème. Le suicide n'est pas... c'est une affaire privée. Et ça peut, dans l'absolu, se faire sans recours à une tierce personne. Si la loi devait évoluer vers une assistance au suicide, on sent en venir le truc quand même, il faudra des critères d'éligibilité très stricts, définis une fois pour toutes, et faire en sorte que l'implication des médecins et des soignants, basée sur le volontariat, soit la plus limitée possible dans cette procédure de suicide assisté. C'est-à-dire qu'on puisse à la rigueur dire oui, cette maladie est incurable, oui, le pronostic est engagé. À X mois, on peut se tromper. Et ensuite, laisser le patient le choix d'accéder éventuellement au médicament létal qu'il prend lui-même.
mais bien entendu en ayant tout fait d'abord pour leur dissuader et en ayant donné tous les moyens à cette personne d'avoir accès aux soins palliatifs et de ne pas chanter cette étape-là. Je vois encore tellement de choses à dire, mais je pense qu'on aura des échanges après qui seront... Merci à Jacques et merci Gilles. Merci à Albert aussi. Merci à vous tous et bonjour. Je vois dans la salle des visages, je suis content de les voir parce que c'est avec eux que depuis des années je chemine. Certains ont planté la graine du bonheur de faire du soin palliatif et ils ont continué à m'aider. Je ne vais pas citer leur nom parce qu'ils vont bouger peut-être, mais vraiment je suis très heureux qu'ils soient là. Deux questions auxquelles il faut que je réponde, puisque vous avez vu que le thème c'était vivre la vie jusqu'à sa fin, avec un point d'interrogation, et de quels moyens médicaux et juridiques disposons-nous. Ça, en partie, était déjà abordé. J'ai de la chance par rapport à Gilles, parce que dans une institution, les choses sont quand même un peu plus faciles. À la clinique Saint-Pierre, il y a des moyens qui sont donnés. On voudrait toujours en avoir plus, mais ils sont quand même bien là. Et je vous en parlerai après. Vivre la vie jusqu'à sa fin. Point d'interrogation. J'avais pris une autre, je ne sais pas de qui elle est. Ne laisse pas la mort te tuer. Dans ce chemin, depuis de nombreuses années, il y a des femmes qui m'ont accompagné, j'allais dire, évidemment mon épouse qui est là, mais surtout des femmes qui ont participé à faire grandir les soins palliatifs. Il y a Marie-Sylvie Richard, qui est à l'origine de la création de la maison Jeanne Garnier à Paris. Il y a aussi Marie de Hennezel, qui a accompagné M. Mitterrand et qui a écrit tout un tas de livres. Et ce sont des personnes qui m'ont nourri et qui ont fait peut-être ce que je suis actuellement, c'est-à-dire médecin, très modestement dans un service où il y a des lits identifiés de soins palliatifs. Et donc, Marie de Hennezel, et ça me semble être une bonne définition du soin palliatif, en tout cas le but que l'on doit, vers lequel on doit tendre quand on est médecin en soins palliatifs, avait, pour un rapport que lui avait demandé le professeur Mattei, saisi une phrase dans un livre qui s'appelle Les cavaliers de Joseph Kessel. Et cette phrase, c'est qu'elle cite dans ce rapport, il y avait auprès de lui, je vais vous la lire en essayant de conserver l'original, quelqu'un existait près de lui qui pouvait prendre soin de son corps et de sa misère sans qu'il éprouvât de honte pour lui-même ou de haine pour le témoin, le désir de tuer ou de mourir. Je crois que si on arrive à remplir ce contrat-là, on peut, dans un service de soins palliatifs, à domicile, mener jusqu'à la fin de leur vie les patients dont on a la charge, et de telle façon qu'ils restent bien vivants. Une question a été posée la dernière fois, et cette phrase le dit bien, il y a la douleur physique, c'est cette douleur du corps qui souffre, qui est défigurée par les blessures de la maladie. Et il y a la souffrance psychologique, c'était Sonia Duprat qui avait insisté la dernière fois à la fin de la conférence. Et il y a aussi l'accompagnement spirituel, je ne parle pas de l'accompagnement spirituel religieux, pourquoi pas, mais c'est ce souffle de vie que l'on va essayer d'aller faire chercher à celui qui a sa vie qui va se terminer. Alors, vivre la vie jusqu'à sa fin, évidemment que tout le monde en a envie. Des fois, quand je pose la question aux patients de quoi avez-vous envie, j'espère qu'ils vont me dire de frites, d'hamburgers, de café. Quelquefois, ils disent j'ai envie de guérir. C'est pas toujours possible. Alors, quelle vie pour arriver jusqu'à la fin, vivre la vie jusqu'à sa fin, évidemment. Vous pensez tous, on veut que la vie soit bonne. Et c'est là qu'intervient Marie-Sylvie Richard, dont je vous parlais tout à l'heure, qui a écrit un travail, qui a fait un travail dans un livre qui s'appelle « Soigner la relation malade, famille, soignant » et qui prend comme
moyen de réflexion, la visée éthique de Ricoeur qui dit la vie bonne avec et pour autrui dans des institutions justes. Vivre la vie jusqu'à sa fin, c'est avoir cette vie bonne. C'est la recherche pour chacun d'entre nous de ce qui paraît meilleur pour l'ensemble de notre vie. C'est ce qui va aussi être une recherche de ce qui donne du sens à ce qu'il reste à vivre. Axel Kahn a perdu un de ses amis lorsqu'il était peut-être chef de clinique, peu importe, qui le matin a avalé 200 et quelques comprimés pour se suicider. Et il vient trouver Axel Kahn quelques heures après en disant Axel, j'avais envie de mourir ce matin, maintenant j'ai envie de vivre. Il supplie son ami de le faire vivre. Malheureusement, Axel Kahn termine cette histoire-là avec des larmes aux yeux en disant mon ami est mort. Donc, il dit que quand on arrive, nous les soignants, avec toute une équipe, à tenter de faire trouver quel est le sens de ce qui reste à vivre, on a gagné une partie de ce chemin-là. Donc vivre la vie jusqu'à sa fin, oui, à partir du moment où c'est la vie bonne. La vie bonne pour et avec autrui. Qui est cet autrui? Gilles en a parlé déjà, il rencontre à domicile des gens qui sont les mêmes que ceux qui arrivent à la clinique, sauf qu'ils sont beaucoup plus seuls. Ils n'ont pas des soignants en permanence à côté d'eux. Mais cet autrui, c'est celui à qui on doit le respect. C'est celui pour qui il faut avoir de la sollicitude, le souci d'autrui. C'est, je crois, un véritable pacte d'humanité dont on est les garants, nous les soignants, pas uniquement en soins palliatifs, mais peut-être en soins palliatifs de façon plus accrue. Qui est cet autrui? Alors, Claire Fourcade a écrit un livre dans lequel il y a 1000 histoires, en fait. Moi, je vais vous en parler brièvement de 3. Je change les prénoms, mais ce sont des histoires véridiques. C'est l'histoire de Mathieu, qui est un jeune adulte qui, après 10 ans passés aux États-Unis, rentre, après une déception sentimentale, il rencontre une autre jeune adulte, il décide d'avoir un enfant. Sa compagne, donc, est enceinte et en même temps lui annonce qu'il a un cancer du côlon à un stade déjà bien avancé. L'histoire commence avec ce parcours du combattant, les chimiothérapies, et puis un jour les complications arrivent. Mathieu se retrouve régulièrement dans le service. Un jour, il a une occlusion. Sur cette occlusion, il fait une rupture du tube digestif, donc une péritonite. On se réunit tous avec ce qu'il souhaite. On essaye de trouver la solution, lui ayant mal, et sachant quel était le déroulé en fait, d'une péritonite comme la sienne, demande à ce qu'il soit sédaté. Il n'y avait pas encore à cette époque-là la sédation profonde et continue. On se réunit, on prend cette décision-là, et une infirmière dit « Mais Thierry, on ne peut pas accepter ça, on ne peut pas la sédater. » Moi je réponds que la décision a été prise en commun et que c'est celle qu'il va falloir suivre. Éploré, on décide de pas faire ce qu'on a décidé, en tout cas c'était le soir, pas ce soir-là. Il s'est amélioré, Mathieu. Il est ressorti de la clinique, il a vécu 1 an et demi, il a vu son enfant vivre. Autrui, avec un grand A, comme le dit Lévinas, c'est une histoire comme celle-ci. C'est aussi l'histoire d'une dame, jeune adulte, avec des adolescents, qui reste totalement mutique, qui reste totalement silencieuse au bout d'un certain temps d'hospitalisation. Elle ne répond que par des oui et par des non, avec la tête. J'ai ce regard terrible qui me fixe, j'essaye de le tenir, moi aussi. Une psychologue qui faisait la visite avec moi me disait, je ne sais pas Thierry comment tu fais pour soutenir le regard. Je ne soutenais pas le regard, j'espérais en le regardant encore soutenir autre chose que le regard. Je m'en vais en vacances, je reviens de vacances. Pendant le temps des vacances, un interne me remplace et désespéré, parce que pendant une semaine, aucun dialogue n'a été possible, le mutisme a persisté. Je reviens et je vois qu'elle a changé. J'ouvre la porte, le premier jour, le visage me semble venir, même si la douleur avait disparu. On n'a pas réussi, j'ai pas réussi, à trouver avec elle quel était le sens que pouvait avoir la vie à venir. Un jour, elle était assise en train de vomir sur le bord du lit. L'infirmière tenait la cuvette et moi je lui posais la main sur l'épaule. Elle a pris ma main, elle a chassé cette main
je l'ai ressenti comme cela. Elle disait, je crois, et l'infirmière l'a vécu aussi comme ça, que je ne pouvais même pas la toucher. Je ne raconte pas cette histoire, parce que c'est autrui aussi avec un grand A, mais il y a là quelque chose qui était de l'ordre de, parfois, notre échec, notre impuissance à tenter de faire en sorte qu'il y ait encore du sens à ce qui reste à vivre. La vie bonne pour et avec autrui, je vous en ai parlé, le est important. Ça veut dire qu'il y a de la réciprocité dans cette relation aux patients, à tous les patients, mais en soins palliatifs, on le sent de façon plus accrue. Il faut qu'il y ait une réciprocité. Si tout compte fait, on veut que le chemin continue. Un ergothérapeute qui témoignait disait: l'humanité que je donne à l'autre, c'est l'humanité que je me donne à moi-même. C'est au cours d'un dialogue comme celui-ci, avec et pour autrui, que le tissu quelque chose va se tisser, qu'une complicité va se mettre en place et va faire que la vie de ce patient, vivre la vie jusqu'à la fin, va pouvoir émerger et être paisible. Alors, pour autrui, parce que je suis responsable, c'est Lévinas qui le dit, responsable, en voyant son visage, on entend ce cri: tu ne m'abandonneras pas, parce que je suis nu et pauvre. On est là, on essaie d'accueillir son angoisse, son mutisme, son enfermement. On ne sait pas trop ce qui s'y passe, mais je suis là pour lui, et rien que pour lui. C'est Lévinas qui dit: demande de mendiant, misère de mortel, mais à la fois autorité qui m'assigne à comparaître, qui m'assigne à répondre, mortel, dont la mort me regarde au-delà de la mienne. Donc c'est une véritable convocation. On est là pour le patient. Je le dis parfois aux soignants, on est là pour lui. Et même si quelquefois on se trouve dérangé, les familles, les patients eux-mêmes, on se doit de continuer à être pour celui qui est là. Qu'est-ce que cela suppose? L'humilité, c'est-à-dire accepter de ne pas tout comprendre de l'autre. Et donc accepter de travailler avec d'autres. Et c'est le docteur Leonetti, que j'ai eu la chance quand même de rencontrer, ce qui est édifiant quand il parle. Et il dit: l'éthique, ce n'est pas une personne qui sait, c'est plusieurs personnes qui cherchent. Donc quand on ne comprend pas totalement l'autre, il faut avoir cette humilité de ne pas rester seul et d'en parler avec les autres. Il faut de la générosité, de la délicatesse, de la sensibilité, de la bienveillance, pas de jugement. C'est comme cela que peut-être on va pouvoir se consacrer à l'autre, être pour lui. Avec autrui, autrui nous invite à une conversation, sa parole précède la mienne, il y a un dialogue qui s'instaure, et c'est dans ce dialogue singulier où de fait il y a la symétrie. C'est Emmanuel Hirsch qui dit qu'il y a un gros déséquilibre entre le médecin et celui qui est là, le malade, parce qu'on sait tout de lui. C'est prétentieux de dire les choses comme ça, mais le médecin sait ce qui va se passer, bien souvent, même s'il y a quelque chose qui ne nous appartient pas et qui nous fait nous tromper. Mais en tout cas, il y a la symétrie. Mais dans ce dialogue singulier, il y aura une complicité qui va s'installer. Il va falloir parfois du temps. Cela nécessite du dépouillement pour pouvoir se rendre disponible à l'autre. Cette réciprocité, c'est pour la recherche d'une vérité qui se tisse et se noue dans l'élaboration patiente et attentionnée d'un lien, dans cette reconnaissance réciproque qui, quelles qu'en soient les conditions et les restrictions, permet une relation profonde dont chacun sait l'éminente valeur tout autant que ses limites. C'est Emmanuel Hirsch qui dit cela. Voilà pour la première question. Cette vie, est-ce que ça vaut le coup de la vivre, hein? Vivre la vie jusqu'à sa fin, oui. Il y a moyen de vivre la vie jusqu'à sa fin si les équipes sont là. Mais quelquefois, il y a un manque de moyens. La deuxième question, on n'a pas mis de 5 minutes encore, ça va à peu près 5 minutes? Alors, les moyens, la clinique, je vais les énumérer, mais c'est vrai qu'il y a une équipe soignante avec des aides-soignants, des infirmières, un cadre de service, les ASH. Malheureusement, une décision a été prise un jour de faire tourner les ASH dans le service,
Alors que quand je suis arrivé dans ce service, les ASH étaient toujours les mêmes. C'est avec elles parfois qu'une parole va être dite et qui va être ensuite ramenée au médecin. Les ASH tournent maintenant. Ça fait que, je ne dis pas qu'elles ne s'impliquent pas dans la relation qu'il peut y avoir lorsqu'on passe le balai, mais c'est moins marquant. Les patients qui arrivent dans le service parfois ont besoin de cette bouée de secours et l'ASH peut être la bouée de secours, celle qui va entendre la parole et qui va la relayer. Il y a des infirmières, il y a une infirmière coordinatrice en soins palliatifs, il y a une psychologue, assistante sociale, onco-esthéticienne, sophrologue, diététicienne, vous allez dire il y en a trop. Non, il n'y en a pas trop. Il y a les bénévoles qui interviennent. Il y a l'Olivier, initialement la SPPO, l'association des soins palliatifs des Pyrénées-Orientales. Vraiment, il y a Sonia Duprat qui est, j'ose pas dire ma maman, parce que mais ma sœur qui était la présidente à un moment donné. Je ne sais pas si Daniel Ferrando est là aujourd'hui. Mais voilà, ce sont vraiment des gens sur qui on peut compter. Il y a l'aumônerie de la pastorale de la santé aussi. C'est bien. Il y a des transmissions tous les matins dans le service. Les infirmières sont là. Celle qui est arrivée tôt le matin nous fait part de ce qui s'est passé pendant la nuit. Il y a des réunions de service 2 fois par semaine. Ces réunions de service nous permettent de parler de cas difficiles, parfois de prendre des décisions de sédation profonde et continue, parfois de mieux comprendre la relation qui s'instaure avec une famille, avec le patient. Donc ces transmissions, ces réunions sont fondamentales. Ce sont des moyens à notre disposition. À notre disposition, ils sont là et si ça n'est pas institué dans un service, on ne peut pas avancer. Il y a des réunions de supervision aussi. On a une psychologue qui vient régulièrement à notre demande de l'extérieur, c'est pas la psychologue du service, et qui vient pour entendre un petit peu quelles sont nos lassitudes, nos attitudes de rejet parfois par rapport à des patients, à des familles, parfois aussi parler de nos investissements excessifs. Je parlais d'institutions justes, il se peut que parfois on s'investisse plus avec certaines familles médicales par exemple qui arrivent et qui demandent plus que les autres. Les enseignants, par contre, aussi. Enfin voilà, il y a des gens qui nous mettent la pression, il y en a d'autres, juste pour rigoler un petit peu, mais en tout cas, il y a des comportements excessifs qui font que l'institution juste ne l'est plus. Il faut que l'on veille à ça. Ce sont des moyens importants à utiliser pour que ça tourne bien. Je finirai un petit peu comme je en ai parlé tout à l'heure, je ne parlerai pas d'euthanasie, en tout cas de l'aide active à mourir. Je voudrais juste dire ce qu'est la loi actuellement, c'est la sédation profonde et continue pour nous. On prend des décisions de sédation profonde et continue, et je pense qu'à chaque fois, dans 100% des cas, nous nous trouvons tous quand même bouleversés. Surtout quand la sédation profonde et continue aboutit au décès parfois sur un temps qui est long, où tout le monde se repose à nouveau les questions, se dit on n'est pas un peu borderline dans cette histoire-là. Quand celui ou celle qui est dans sédation profonde et continue meurt, le questionnement continue. Ça n'a pas d'importance les soignants au bout du compte. Je parle de nous, mais, donc je parle de moi aussi, mais il y a un bouleversement intérieur qui nous assomme. Ça fait 14 ans que je suis dans le service. Alors évidemment, 14 ans, j'ai pris de l'âge aussi, mais il y a quelque chose qui pèse petit à petit sur les épaules, quelque chose qui est là et qui, je ne dirais pas insidieusement c'est un petit peu péjoratif, on est toujours heureux d'y être, mais il y a quand même quelque chose qui se passe, et les sédations profondes et continues, même si c'est une bonne voie, même si vraiment elles permettent de régler parfois des situations où il nous semble qu'il n'y a pas de solution possible. Donc, la sédation profonde et continue vient nous rendre boiteux définitivement. Je me pose la question, que sera une loi avec une aide active à mourir? Des fois, un peu lâche, je me dis que je serai à la retraite à ce moment-là. Et que Gilles est à la retraite, a repris le travail. Donc, voilà. Donc, il
une sédation, il y en aura une autre peut-être le lendemain, pas forcément le lendemain en date officielle, et puis il va falloir se préparer à la nouvelle demande, se préparer aux demandes suivantes, continuer, revenir au travail. Peut-être que cela nous fait grandir. Je ne sais pas tout à fait, peut-être, oui, mais on se sent bien petit. Alors, je pense toujours à Gandhi qui dit « Tout ce que tu feras sera dérisoire, mais il est nécessaire que tu le fasses. » Des fois, nous avons l'impression de faire des choses dérisoires, mais je me dis qu'il est nécessaire qu'on le fasse pour avancer. Voilà. Nous allons maintenant avoir un large temps de questions. Alors je vais circuler, je vais vous donner le micro et tous ceux qui sont intervenus ce soir se manifesteront. Il y a un micro également de votre côté et celui qui souhaite répondre, apporter une précision, eh bien, aura l'occasion de le faire. Bon, merci de votre témoignage. Finalement, ce que vous appelez sédation profonde et continue, est-ce que c'est le coma artificiel? C'est... Il marche pas très bien ce micro, je pense. Vous m'entendez? La sédation profonde et continue, c'est une altération de l'état de conscience profonde, c'est-à-dire c'est un sommeil profond qu'on vérifie. Il existe d'autres types de sédation qui sont proposés, d'ailleurs pas forcément uniquement en soins palliatifs, qui consistent à altérer la conscience mais de manière moins profonde. C'est-à-dire qu'on garde un contact avec le patient, mais la sédation profonde, quand elle est bien faite, et j'en ai vu qui était mal faite, ça fait que le patient ne réagit plus à la stimulation verbale ni à la stimulation physique. C'est comparable à la sensation. J'imagine que parmi l'auditoire, beaucoup d'entre nous ont eu des anesthésies générales. C'est comparable à ça. D'accord? Et c'est maintenu jusqu'au décès. C'est-à-dire qu'on calcule la bonne dose qui permet d'obtenir un stade de sommeil profond et ensuite on vérifie qu'on entretient cette dose jusqu'à ce que la mort survienne. C'est pour ça que ça nécessite une présence et une évaluation des choses continue. Et aussi d'expliquer aux patients, parce que j'en ai eu qui m'ont dit à partir du moment où je serai sédaté profondément, vous n'allez plus vous occuper de moi. Non, bien évidemment. On va continuer à prendre soin du patient, le laver, le raser, le présenter, respecter sa dignité jusqu'au moment. Non mais bon, d'accord, mais j'ai l'occasion d'aller dans un service de neurologie, pas à Perpignan, personne qui tombe, apparemment ça va pas, donc on la transporte à Montpellier. Et là, ils décident en service de neurologie de la plonger dans un coma profond. Et ça veut dire aussi avec des machines. Et donc ils l'ont gardé 1 mois. Mais au bout d'1 mois, ils nous ont appelé la famille pour décider s'ils allaient continuer à la garder avec les machines. Et après, moi je n'étais pas directement concernée puisque j'étais la tante, mais j'ai compris qu'ils avaient quand même décidé que quelques jours après, ils allaient donc la débrancher. Et c'est ce qui est fait, ils ont contacté le fils. Et 2 jours après, ils l'ont débranché et est décédé 6 heures après. Voilà. Donc, on ne va pas parler de ça. On va parler de coma artificiel. C'est ce qu'ils ont dit également au fils. Mais ça a été très bien fait. Hein. Moi, je trouve que l'équipe médicale a été parfaite. Elle a discuté, elle a expliqué pourquoi, etc. Donc, la personne n'a pas été consciente du tout. Alors, on ne parle pas exactement de la même chose. Cette personne avait ce que vous appelez le coma artificiel, c'était une sédation qui était faite pour qu'elle tolère la machine. D'accord. Et ça, c'est souvent fait en réanimation. Merci. Merci. C'était pas une question, c'était juste vous faire part d'une réflexion que j'ai eue au cours
de ma vie de gériatre, donc puisque j'ai travaillé dans un centre de long séjour, donc on accueille des personnes âgées sur des longues périodes. Et quand ces personnes arrivent, on a l'habitude bien sûr de rencontrer les familles quand elles étaient présentes et quand elles voulaient bien venir. Et j'ai souvent entendu, à mon grand étonnement, alors qu'on parlait de la personne en question, vous savez, docteur, moi je suis contre l'acharnement thérapeutique. Alors c'est vrai que cette phrase comme ça, qui venait sans raison particulière, puisqu'on n'était pas... Je me suis dit que c'était quand même des phrases un peu agressives. Hein. Alors, et maintenant on parle dans la loi Leonetti de l'obstination déraisonnable. Donc c'est un terme plus doux. Et je me suis posé la question, parce que j'ai entendu plusieurs fois, je suis contre l'acharnement. Tout le monde est contre l'acharnement thérapeutique, puisque dans l'acharnement, il y a un mot qui dit qu'on n'est pas d'accord. Et je me suis dit que c'était peut-être une angoisse de ces personnes qui nous laissaient leurs parents en général, et qui demandaient qu'on les entoure et surtout qu'on ne les agresse pas. C'était comme ça que je le voyais. Mais j'ai rarement entendu des familles qui nous disent, qui nous demandent une euthanasie. Bon, c'était déjà il y a quelques années, je pense que les choses évoluent et entre l'acharnement thérapeutique et l'euthanasie, il y a quand même du temps qui est passé. Voilà, c'était juste une réflexion. J'aurais deux questions brèves. Le juriste nous a dit qu'il fallait respecter la volonté et la liberté du patient. Est-ce qu'il est licite et légitime de réanimer les personnes qui se suicident, et en particulier ceux qui se suicident à répétition? La deuxième question, est-ce que derrière l'évolution de la loi, sachant que la sécurité sociale dépense énormément dans les 6 derniers mois de la vie, n'est-ce pas un bon moyen de faire des économies? C'est ce qu'on craint, c'est ce qu'on craint. C'est ce qui n'est pas dit, mais c'est ce qu'on craint. On prend l'exemple du Canada, peut-être au Canada. Oui. Donc je permets d'intervenir, mais j'ai passé les 2 dernières années au Canada. Et donc en 2016, ils ont poussé par des décisions de la Cour suprême, notamment de Québec, le gouvernement fédéral canadien a été amené à dire qu'il fallait une loi. Bon. La première chose que l'on a mis en avant, c'est que l'on allait avoir une loi qui non seulement allait admettre pour toutes les provinces canadiennes l'aide médicale à mourir, c'est comme ça qu'il l'a nommé, mais que d'une certaine façon, il ne fallait pas s'inquiéter, puisque on allait en même temps renforcer les soins palliatifs. Donc on essaye de vendre comme argument l'existence des deux. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a vu assez rapidement, donc toutes ces lois datent de 2016-2017 au Canada, dans les quelques années qui ont suivi. Bon. On a vu, et le système de santé canadien est provincial, donc les 3 territoires plus les provinces gèrent le système de santé, ce n'est pas l'État fédéral qui le fait. Et il y a un développement important de la part que le patient paye dans ses soins. Et dans le système, il a à demander pour toute une série de traitements, il a à demander une autorisation de sa compagnie d'assurance. Eh bien, on voit maintenant des compagnies d'assurance qui refusent. Et donc le résultat, c'est quoi? Le résultat, c'est que les personnes se retrouvent d'un côté avec des diagnostics qui sont posés et qui demandent des traitements lourds, des traitements qui sont nécessaires, des traitements qui ne sont pas couverts par l'espèce de sécurité sociale universelle de santé au niveau provincial. Et donc on se retourne vers les compagnies d'assurance. On a payé ces primes, hein, c'est pas ça la question, mais les compagnies d'assurance refusent. Résultat, vers quoi va-t-on se tourner?
il y a une question qui a été posée sur doit-on réanimer une personne qui s'est suicidée? Non, ça a été tranché par la jurisprudence. Oui, alors Tu veux parler de la jurisprudence d'abord? En 2 minutes, ce que je vous disais tout à l'heure, c'était l'arrêt de la 11e échelle de la Cour d'appel. Ah, pardon, excusez-moi. Donc, je vous disais que c'était l'arrêt de la 11e chambre de la Cour d'appel du 28 novembre 86. Et ça ne dispense pas, non, ça ne dispense pas une volonté de mettre fin à sa vie suite à un fait de misère, de société, de chagrin, ou d'être éreinté simplement par la vie. C'est différent, à mon sens, et c'est bien sur ce point que le code pénal et les jurisprudences s'appuient par rapport à la différence avec la loi Leonetti, d'une fin de vie programmée, inévitable, avec une souffrance. Voilà. Donc là, cette jurisprudence nous indique clairement que ça ne dispense pas du tout. Je vous la relis, je vous ressortis. La volonté d'une personne de mettre fin à ses jours et donc de se mettre elle-même dans une situation de péril ne dispense pas de l'obligation de porter secours, devoir d'humanité lié à la protection de la vie d'autrui. Donc 28 novembre 1986. Alors, je vais reprendre certains propos d'Axel Kahn, dont je vous parlais de ce qu'il avait vécu quand il était étudiant. Il nous parlait d'une question qu'il posait lui plus tard à ses étudiants. Vous arrivez sur un appel urgent dans une maison où une personne a tenté de se suicider. Cette personne risque de mourir évidemment si on ne la réanime pas. La famille est là, il y a une lettre qui donne les justifications de ce suicide. Et Axel Kahn dit, qu'est-ce que vous faites? Faut-il réanimer? La majorité des étudiants ont répondu oui, il faut réanimer. Et Axel Kahn dit oui, ils ont raison, parce qu'il y a dans le suicide, je vous dis ce qu'Axel Kahn a dit, il y a un choix qui est fait à un moment donné, mais qui n'est plus un choix, puisque ce n'est qu'une seule solution. Et qu'à ce moment-là, il y a, au bout du compte, un choix fait sans liberté. Quand on n'a plus qu'une seule solution, on n'a plus de liberté. Donc il faut réanimer, parce que peut-être, celui qui a tenté de se suicider, et qu'on va réanimer, qui va vivre, va voir que peut-être il va y avoir deux choix. Ce qu'un raconte Axel Kahn, il dit oui, il faut réanimer. Alors, je me souviens d'un patient lorsque j'étais installé en médecine générale, je suis toujours médecin généraliste au bout du compte, qui avait dans l'après-midi tenté 3 fois de se pendre à la corde, à casser 3 fois. Il est parti à l'hôpital quand même en mauvais état, il s'en est sorti, ça fait 14 ans à la clinique Saint-Pierre, ça a remonté à 20 ans en arrière. Je le vois régulièrement avec le tour de vivre. Alors, oui. En France, ne pas porter secours à quelqu'un qui se suicide, c'est pénalement poursuivable. Et puis il y a toute une démarche en France qui est une démarche de prévention au suicide. Il y a quand même 10 000 suicides par an en France, malgré toute réussite. Et alors comment on ferait à la fois avec une injonction de tout faire pour éviter le suicide et en même temps de l'autoriser sur sa... Enfin, oui, il y a quelque chose, il y a une dichotomie, il y a quelque chose qui est bizarre. En Suisse, c'est différent. La Suisse a autorisé le suicide parce que, dans la mesure où ce n'est pas un acte égoïste, c'est-à-dire que la personne qui assiste le patient en train de se suicider, il ne le fait pas. S'il ne le fait pas pour un motif égoïste, à ce moment-là, il ne peut pas être poursuivi. Et après, c'est le code de déontologie qui gère tout ça. La loi, elle vérifie juste que le motif, que la personne qui était présente au moment du suicide ne l'était pas pour un motif égoïste, mais qu'elle l'était au contraire pour accompagner quelqu'un qui fait un geste librement consentant. Dans les pays anglo-saxons, dans
anglo-saxon, le fait de se suicider est un délit. Vous êtes poursuivi. Parce qu'on reconnaît qu'il y a la vie et que cette vie ne nous appartient pas. Et que donc, on atteint à la fois, on s'atteint soi-même, mais on atteint aussi la communauté dans son ensemble en posant cet acte qui est d'attenter à sa propre vie. Et on est donc poursuivi pour ça. Question suivante. En tant que futur mourant, je suis effrayé par l'évolution législative qu'on nous prépare. Parce que le suicide assisté et l'euthanasie active rompront le lien de confiance du patient vis-à-vis du soignant. On ne saura pas si effectivement ce soignant ne sera pas porté à acter la fin. Il y aura des dérives. L'attente à héritage n'a qu'à bien se tenir. C'est une voie de transgression. Et je crois que nous avons le devoir de nous opposer à une loi qui est vraiment absolument effrayante et qui repose sur des considérations pécuniaires. On l'a dit là, c'est préconiser l'argent parce que les vieux coûtent cher, parce que les malades coûtent cher, et parce que la France se vieillit, qu'il y aura de plus en plus de vieux et de malades. Eh bien, c'est une loi de désespérance, c'est une loi mortifère, et il faut par tous les moyens s'y opposer. Bonjour. Moi, je n'ai pas de questions, j'ai plutôt des réactions à des choses qui ont été dites ce soir. Moi, j'ai été bénévole en soins palliatifs pendant 2 ans à Villejuif, dans le service de Michel Salmon, ouais, vous la connaissez. Donc, je voudrais d'abord dire que je comprends très bien, alors je ne me souviens pas des noms, excusez-moi, de ce que vous avez pu dire du bonheur d'être en soins palliatifs, parce que c'est quelque chose d'extrêmement exigeant. Mais en même temps, effectivement, je crois que c'est quelque chose qui pour moi a été une expérience extrêmement forte, une expérience humaine extrêmement forte. J'ai partagé le genre d'histoire que vous racontez, on en a tous quand on a été en soins palliatifs. Et donc ce sont des moments extrêmement importants pour moi et qui ont été des moments heureux, oui, certainement. Je voudrais dire une seconde chose, c'est que je pense que quand on fait des soins palliatifs, on n'a rien à dire aux gens sur leur vie, ce qui se passe après, etc., etc. Je faisais partie de la même association que vous, l'Association française des soins palliatifs, pour laquelle vous savez qu'il y a tout un processus pour être sûr que, avant de vous amener dans la chambre d'un malade, vous avez les 2 pieds bien dans vos baskets, hein, et que donc on ne lâche pas des bénévoles comme ça dans la verte nature. Et moi, ce qui m'a le plus frappé dans ma formation, puisqu'il y a 3 jours de formation, c'est un médecin à qui l'un d'entre nous demandait si on me pose des questions sur la vie, Dieu, qu'est-ce qu'il y a après, enfin bon, etc., etc. Qu'est-ce que je réponds? Et la réponse qu'a faite le médecin qui était là, puisque c'était un jeune médecin qui travaillait sur la souffrance, ça a été de dire « Soyez comme une corbeille vide, et dans cette corbeille, la personne qui est en face de vous déposera ce qu'elle voudra. » Et ça, cette phrase-là, ça a été ce qui a été le plus important pour moi dans mon bénévolat en soins palliatifs. Et maintenant, je vais dire quelque chose de totalement dissonant, visiblement, par rapport à l'immense majorité des personnes qui sont ici. Je m'en excuse à l'avance. Et en particulier par rapport à ce que vous avez dit, excusez-moi, le médecin qui est au milieu, je ne me rappelle pas votre nom. Je suis totalement pour les soins palliatifs. J'ai été heureuse d'être bénévole en soins palliatifs. Je serai heureuse de l'être encore. J'espère très fort que ça sera étendu, etc. Et je pense, à titre personnel, qu'il est extrêmement important que la loi évolue pour donner le maximum de liberté à chaque personne, qu'elle puisse décider ce qu'elle veut faire d'elle-même. Je répète, hein, tous les mardis soirs, à 6h, pendant 2 ans, je me suis retrouvée à Villejuif avec des personnes en train de mourir, avec leur famille. Donc, je sais ce que ça veut dire, je sais ce que c'est que les efforts qu'on fait, et pour moi c'est très important. Mais je trouve que la liberté de chacun de décider ce qu'il veut faire, c'est mon opinion à moi, hein, et comme disait mon papa, je la partage, voilà, je trouve que ce n'est pas antithétique,
et qu'il peut y avoir des personnes qui... Alors, je sais bien, c'est mal porté en soins palliatifs. Et je dois vous avouer quelque chose, j'ai été un peu choquée par la façon que vous avez eue de parler du suicide assisté. L'euthanasie, ça me gêne davantage. Mais je pense que chacun a le droit de demander à un moment, sinon on ne peut plus, que ça s'arrête. Et que peut-être que, aussi difficile que ce soit, et je comprends bien que ça le soit, la sédation profonde, eh bien pour certains, ça ne suffit pas. Et moi, je ne me sens pas le droit, en tant qu'être humain, de décider ce qui est bon ou pas pour les autres en la matière. Voilà, c'est tout. Je suis désolée d'aller à l'encontre de l'opinion générale. Et moi, pour vous répondre, moi en tant que médecin, je ne suis pas plus qualifié que n'importe qui pour juger si quelqu'un est digne ou pas de mourir. Par contre, je vous l'ai dit, moi, l'idée qu'un patient recourt au suicide, dans la mesure où c'est encadré, bien évidemment, pour des maladies incurables avec un pronostic engagé, mais il faut que la part du soignant soit la plus restreinte possible. C'est-à-dire, oui, je peux, en tant que médecin, dire que cette maladie est incurable au jour d'aujourd'hui, mais je peux me tromper aussi, parce qu'il y a des maladies qui sont incurables aujourd'hui et qui ne le seront peut-être pas demain. Je peux dire, oui, le pronostic est mauvais à 6 mois, mais des fois on se trompe sur des pronostics à 3 jours, donc à 6 mois, voilà. Et c'est tout. À partir de ce moment-là, si ces critères sont réunis, le patient, comme dans l'état de l'Oregon aux États-Unis, il peut aller avec une ordonnance ou pas chercher la fameuse pilule létale. La ramener à la maison, si oui, la prendre ou pas. Voilà. Donc la part du soignant, elle est réduite, mais voilà, c'est peut-être la seule concession, et d'ailleurs on est en train de débattre de ça à la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, on fait des conventions soignantes et bénévoles, on multiplie les réunions à l'instar de la Convention citoyenne pour répondre, pour avoir un message à porter aux parlementaires le moment venu. L'euthanasie, ça passe pas du tout, ça c'est clair. Le suicide assisté, oui peut-être, mais sur des modèles plus proches de l'Oregon et de la Suisse, mais l'euthanasie, ça passe pas. En tout cas, c'est clair. Je le répète, provoquer la mort, c'est pas un choix. Et on ne peut pas, comme le disait monsieur, être à la fois celui qui soigne et celui qui donne la mort. C'est impossible. C'est rompre le contrat qu'on a avec le patient. Heureusement, on pourra faire valoir la clause de conscience, mais si la loi est adoptée, malheureusement, il faudra qu'elle soit appliquée. Il faudra que sur le territoire français, les gens y accèdent à l'euthanasie. Pour justement éviter ce fameux tourisme qui est fantasmé aussi, parce qu'il n'y a pas autant de personnes que ça qui vont en Belgique ou en Suisse mettre fin à leur vie. Pas autant. Est-ce que le médecin peut refuser l'euthanasie? Oui, la clause de conscience, elle existera, mais en Belgique, par exemple, la clause de conscience existe, mais le médecin qui refuse, il doit donner à la personne qui réclame l'euthanasie la liste et les endroits où il faut. Oui, ça va même plus loin, puisque le médecin a l'obligation de donner, il y a deux choses. Il y a l'hôpital, l'institution. Alors, un médecin qui est sous contrat dans un hôpital, par exemple, l'hôpital s'engage à respecter cette loi. Donc il y a une difficulté qui existe dans la relation contractuelle entre l'hôpital et le médecin. Voilà. La deuxième chose, c'est que si le médecin a cette obligation de référer à un médecin qui va... et il faut donner un renseignement efficace. Il ne s'agit pas de renseigner un médecin qui n'en fera rien. Bon. Alors, on a vu donc se développer, et il y a un exemple à Bruxelles, une clinique où on ne fait que ça. Vous voyez? Donc, imaginez une clinique où le médecin, les infirmières, le personnel, tout le monde le matin va travailler, sachant que pendant la journée, on ne fera que ça. Je pense qu'il y a maintenant une autre question. Alors, c'est pas une question, mais c'est une constatation surtout. Par rapport, si vous voulez, moi je fais partie du groupe interparlementaire de la thème de vie, donc au sein de l'Assemblée, et je suis membre sur la mission d'évaluation de la loi Claes-Leonetti. Donc il faut savoir que depuis 2016, M. Leonetti, il n'y a pas eu de député qui a travaillé justement
sur la fin de vie. Et donc, on a établi un groupe au sein de l'Assemblée et on y travaille dessus. Et effectivement, je vous rejoins, monsieur, là, de tout à l'heure. Je vous rejoins. Donc, effectivement, en France, quand on fait une loi, effectivement, il faut regarder si effectivement elle est appliquée. Voilà. Donc, et au niveau du travail de cette loi, si vous voulez, nous nous sommes aperçus au niveau des soins palliatifs qu'en France, il manquait 23 départements qui n'étaient pas pourvus d'unités de soins palliatifs. Voilà. Donc, dans notre département, justement, on a des lits identifiés, mais on n'a pas des unités. Donc déjà, il aurait fallu commencer par ça. Parce que, comme dit Leonetti, si on ne se préoccupe pas de cette loi, c'est aller ailleurs, en fait, tout simplement. Donc, il y a exactement ça. Et puis moi, je pense que le mot palliatif, je le rappelais autrement. Je vais rappeler soin d'accompagnement, en fait. Parce que quand une personne arrive et quand on diagnostique une maladie, quand elle entend le mot palliatif, elle prend peur. Donc il y a tout un travail d'accompagnement autour d'elle à faire au sein du médecin, au niveau des personnels soignants, etc. Et moi je voudrais vous donner mon expérience en fait, parce que bon, même en tant que député, on ne peut pas non plus aller voir les malades, c'est normal, hein, c'est tout à fait normal, mais j'ai été visiter donc le centre de soins palliatifs à Narbonne de Dr Fourcade et j'ai trouvé une ambiance sereine dans ce service, pour tout, hein, avec les personnels, les médecins, etc. Et les patients sont venus discuter avec nous. Et il y a quelque chose qui m'a interpellée en fait. C'est cette personne donc avait un cancer et avec des récidives, donc elle repartait à domicile, elle revenait. Et puis quand je l'ai vue, c'était ces derniers jours. Et elle m'a dit, je suis revenue dans ce centre parce qu'on m'a donné de la vie au jour qui me reste. Voilà. Et je trouvais ça, c'est quelque chose auquel j'ai retenu et je pense que ces soins, effectivement, parce que il se trouve qu'il y a des personnes qui sont isolées, il y en a énormément d'ailleurs, il y a des personnes voilà, qui n'ont pas de famille, qui ont même des fois pas d'amis. Et dans ce service-là, vous savez, ces gens, quand ils vont là-bas, ils savent qu'ils ont les maladies, ils ne savent pas s'ils vont repartir. Mais ils sont accompagnés dans tous les sens du terme, psychologiquement, moralement. Voilà. Et si c'est des services comme celui-là, il y en avait dans toute la France, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, on ne parlerait pas d'euthanasie. En fait, on voulait un petit peu aller dans le sens de madame. Personne n'a parlé du rôle de la famille, des aidants, des accompagnants, pour effectivement donner un sens à la vie. Bon, il y a des gens qui n'ont pas de famille, effectivement, pour lesquels on ne peut rien faire, mais il y a des gens qui ont de la famille et la famille devrait se mobiliser pour essayer de donner un sens à la vie qui reste aux personnes de façon à ce qu'elles ne soient pas désespérées et tournées vers des soins qui vont lui achever plus précocement leur vie. L'esprit des soins palliatifs, c'est d'accompagner également les proches, hein, bien évidemment. Pour revenir sur ce que disait madame, effectivement, de bons soins palliatifs, dans la plupart des cas, ça fait une demande d'euthanasie. On l'a tous expérimenté. Hein. À l'inverse, l'absence de prise en charge palliative, l'absence de soulagement des symptômes, l'absence d'une culture palliative et d'une prise en charge palliative, c'est ça qui donne souvent la désespérance et l'envie des patients de partir. Sans parler éventuellement des injonctions de la société à lui dire débarrasse le plancher parce que tu es trop vieux, tu es vulnérable, et voilà. Donc, moi, dans mon expérience de toutes ces années en soins palliatifs, j'ai eu rarement, mais très rarement, des demandes d'euthanasie, finalement, à partir du moment où on faisait tout. On a une obligation de moyens, on n'a pas toujours les résultats, mais à un moment où on se donnait les moyens, et c'est pas des petites. Parfois, c'est des moyens qui nécessitent une expertise, d'où l'intérêt des unités. Hein.
gérer des symptômes avec l'aide d'anesthésistes, avec l'aide de techniques interventionnelles pour mieux gérer la douleur que simplement les médicaments, et encore faut-il les utiliser. Et à partir du moment où on diminue considérablement les souffrances, ces demandes d'euthanasie ou de suicide, elles sont vraiment minimes. J'en ai eu rarement dans mon expérience. Je ne sais pas. Oui, on tous, les soignants, en soins palliatifs, c'est le moment où tout bascule, c'est-à-dire qu'une personne, je me souviens d'une patiente qui venait régulièrement dans le service et qui un jour me montre une lettre dans laquelle elle disait ce qu'elle souhaitait. Elle faisait partie aussi de l'association Europe pour mourir dans la dignité, association qui se bat parce que manifestement, parmi ses membres, il y a des gens qui ont vécu des situations très difficiles, des cris de douleur dans une maison pour une fin de vie, donc il y a quelque chose au fond d'eux qui les motive. Hein. Donc, en tout cas, cette dame avait écrit ce qu'elle souhaitait, c'est-à-dire qu'on découvre sa vie, et elle me faisait lire cette lettre. Elle dit, M. Porcret, maintenant que je connais le service, et ça se passe dans d'autres services, et c'est pas parce que c'est le service de proctologie de la clinique Saint-Pierre, elle disait, je vais refaire la lettre, ce qu'il y a en bas, je vais l'écrire différemment. Maintenant, je comprends qu'on peut soulager les douleurs, que la souffrance morale, bon, vous n'y arrivez pas toujours, hein, les soignants, hein, mais qu'on arrive à atténuer cette souffrance morale. Donc, j'ai la chance aussi le mardi après-midi de voir des personnes qui viennent pour la douleur, à tous les coups. Ces douleurs qui sont extrêmement difficiles à faire disparaître, que le médecin n'arrive pas à faire disparaître. Il y a une histoire de vie derrière. Une histoire de vie qui explique que la douleur est rebelle à tous les traitements médicaux, mais parfois même un accompagnement. Ces personnes qui arrivent dans le service aussi avec des douleurs qui n'ont pas été calmées à domicile et qu'on n'arrive pas non plus dans un service à calmer. Ça arrive très régulièrement et on le sent presque au départ. On sent que ça va être difficile et qu'on n'y arrivera peut-être pas. En tout cas, le soin palliatif a tenté de faire disparaître cette douleur physique. On y arrive quand même très, très souvent, pratiquement toujours. La souffrance psychologique, c'est toute cette histoire de vie qui est derrière. Et dans la demande, comme je vous disais, dans l'histoire d'une douleur qui ne cède pas, c'est parce qu'il y a une histoire de vie derrière. Dans la demande d'euthanasie, en tout cas d'aide active à mourir, suicide ou euthanasie, il y a là aussi une histoire de vie qui fait que cette demande jaillit à un moment donné. Alors c'est vrai que les histoires de vie, on ne va pas les refaire, mais si on essaye dans une complicité avec le patient ou la patiente, si on essaye de voir ce qui ne va pas, on peut petit à petit aboutir à une demande qui est celle, j'ai envie de continuer à vivre, et je trouve maintenant du sens à ce que va être cette fin de vie qu'on va écrire à Fayet. À ce moment-là, il y a quelque chose de nouveau qui se passe. Mais c'est vrai qu'il y a des situations, et je parle de cette dame, qui ôte ma main de son épaule, où il n'y a pas, semble-t-il, de solution. Je préfère, tout compte fait, qu'il n'y ait pas de loi d'aide active à mourir, et d'être au fond de moi-même torturé par peut-être une décision prise qui n'est pas celle de l'ordre de l'euthanasie ou du suicide assisté, ou d'aide à mourir, mais je préfère être torturé, que ma conscience soit là pour me dire j'ai transgressé. Cette transgression, il faut la nommer, j'ai transgressé. Il y a plein de médecins qui me racontent la transgression qu'ils ont dû faire à domicile. Mais au moins on le nomme, et ça déchire. Alors il ne s'agit pas d'arriver et de marcher toute une vie avec une épine dans le pied, mais moi je préfère ça, tout compte fait, plutôt que quelque chose qui va, je peux vous le dire, déculpabiliser certaines choses, certains comportements. On a vu dans le service, des infirmières ont vu, des seringues dites nouvelles qui servent, ce produit qui sert à une sédation profonde, qui sont poussées. On se rend compte, on voit bien qu'une seringue qui doit passer en 24 heures, si au bout de 12 heures, après que certaines personnes soient passées dans la pièce, dans la chambre, c'est terminé, c'est qu'il y a quelque chose qui a été fait. Alors, je ne dis pas que ceux qui ont accéléré la mort, je ne parle pas des soignants, parce que ce sont des personnes extérieures. Je ne crois pas qu'ils ne soient pas torturés par le geste qu'ils ont fait, mais
bout du compte, une loi pas sûrement donner peut-être cette possibilité de déculpabiliser totalement ceux qui pratiqueront le geste. Hein. La grosse majorité vont le faire avec leur âme, leur conscience. Hein, ce ne sont pas des assassins, hein, c'est des gens qui travaillent, des citoyens qui travaillent notamment dans des cliniques où on ne fait que ça. Il y a un très beau livre qui a été écrit par Gabriel Renglet, hein, Vous serez nus sur la terre nue. Il travaille à l'accompagnement des personnes qui vont être euthanasiées. Il dit qu'à un moment donné, c'est vrai, des solutions où on ne voit pas autre chose à proposer. Donc il est là, il essaye d'écouter. Il dit qu'il faut nommer cette transgression. C'est, comme Maître Villasec l'a dit, une transgression. Et il ne faut pas que ça sorte que ce soit écarté de la réflexion. C'est une transgression qui ne durera pas. Nous avons encore différentes questions. Je vois des mains qui se sont levées, et donc on les prendra dans l'ordre. Mais nous terminons à 8h30. Je reprends la question qui a été évoquée à plusieurs fois, des personnes seules. Et effectivement, en plus, les situations que vous évoquez, que vous venez d'évoquer, c'est des situations de tout à fait fin de vie, de maladie et d'urgence. C'est-à-dire une personne souffre, il faut lui donner une réponse ici et maintenant. Mais je me demande si on n'aurait pas intérêt à aider des personnes seules ou des personnes de sa famille à réfléchir en amont de tout ça. C'est-à-dire avoir peut-être des cercles de parole dans les paroisses ou dans les comme ça. Et il existe en plus, juridiquement, un moyen, c'est le mandat de protection future pour des personnes seules. C'est-à-dire que l'État a mis en place, et j'ai été mandaté par des personnes pour les aider. Et justement, au moment du Covid, j'étais la personne de confiance de ces personnes. Elles ont été, une fois, je me rappelle, une personne qui a été internée parce qu'on soupçonnait qu'elle était infectée du Covid, en fait elle ne l'était pas. Et le médecin de l'établissement d'isolement me dit, si le Covid se déclenche, qu'est-ce qu'on fait? Je dis, c'est une personne qui a 95 ans, on a beaucoup discuté avec elle. Voilà, la sédation profonde, mais ne faites pas d'acharnement, de machine, je ne sais pas quoi. Enfin voilà, c'est ce qu'on a discuté. Il me dit, je voulais savoir ça parce que effectivement, nous les médecins, on a besoin d'une référence. Voilà. Donc voilà. Alors je pense, voilà, des personnes seules, des personnes qu'on connaît, des personnes isolées ou des personnes de sa famille, des personnes âgées. Donc, qu'on puisse discuter, qu'on puisse parler, parce qu'à l'heure actuelle, on parle de fin de vie, mais uniquement en fonction de cancer, de ces maladies neurologiques au dernier moment, alors qu'on peut prendre les choses en avant. Et puis, l'extrême vieillesse des gens qui arrivent, c'est dans ma famille aussi, des gens qui arrivent à 97 ans, 98 ans, 100 ans. Voilà, on discute de la qualité de vie en même temps que d'un jour qui arrivera où cette qualité de vie, elle chutera brusquement. Vous voyez, je pense que c'est important. Bon, moi je suis prêtre, je donne aussi le sacrement des malades à l'hôpital, quand on m'appelle dans les urgences, etc. Mais voilà, c'est des choses qu'il faut vivre au quotidien. Voilà, et pas simplement venir à une conférence et puis de réfléchir à des urgences quand c'est le cancer, mais le vivre un peu tout le temps avec son entourage. Voilà. Vous avez tout à fait raison, les directives anticipées, manuscrites, écrites, finalement il y a un peu plus de personnes qui les ont faites, mais ça reste quand même encore très, très faible. Mais tout ce qu'on peut dire oralement à ses proches a valeur. Le moment venu, quand on a plus son discernement, si on a pu dire à son entourage, sa personne de confiance ou ses proches,
dire et redire ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas, ça a une valeur très importante pour le médecin qui va être amené à prendre une décision, tout en sachant que, in fine, c'est jamais normalement la personne de confiance qui prend la décision d'une sédation profonde. C'est le médecin qui prend la responsabilité. Mais forcément, il interroge la personne de confiance, et s'il n'y a pas de directives qui ont été écrites, et si le patient n'a plus son discernement, parce que tant que le patient a son discernement, il y a des directives peut-être, je les ai regardées, mais je ne les applique pas sans leur demander s'il est toujours d'accord avec les directives qu'il a écrites. D'accord. Donc les directives, c'est quand on n'a plus son discernement, et si on n'a pas, parce qu'elles n'ont pas été écrites, on se réfère à la personne de confiance ou à défaut aux proches. Et si tout le monde dit, oui, il a toujours dit ça toute sa vie, qu'il voulait ça, ça, ça et ça, ça a tout à fait une valeur légale. On en tient compte. Hein. C'est pas parce qu'il n'y a pas des directives écrites qu'on est dans le flou complet. D'accord. L'autre jour, il y avait une majorité de lois qui se sont levées quand la présidente de l'Olivier a demandé qui connaît les lois, les unités. Et tout le monde, beaucoup de gens ont levé le doigt. Qui a écrit ces directives anticipées ici? Donc c'est volonté. Levez le doigt. Ne trichez pas. Qui a écrit les directives anticipées? Juste peut-être soumettre à votre réflexion vos expériences en tant que soignante et en tant que personne qui accompagne dans les services. On a parlé tout à l'heure, madame, du sens de la vie, et moi je peux vous dire, à travers les patients que j'ai pu accompagner, et puis les amis et les membres de la famille, à la fois en tant qu'à titre personnel, le sens de la mort. La mort dans une trajectoire de vie a du sens et fait sens pour la famille, pour les autres. Il y en a même qui choisissent de dire des choses juste au travers de leur mort. Et donc leur empêcher de vivre ce qu'ils ont envie de vivre et ce qu'ils doivent dire à travers leur mort est quelque chose, à mon avis, d'enlever la liberté à ces personnes. Donc, il y a des gens, et je me souviens d'un patient atteint du sida à Bruxelles, vous parlez des cliniques universitaires Saint-Luc, où j'ai travaillé pendant quelques années, où les patients avaient contracté le sida, il y avait beaucoup contaminé dans sa sexualité un peu débordante, dirons-nous, et débridée. Et il disait, voilà, j'ai quand même loupé ma vie, mais par contre, j'ai pas envie de louper ma mort. Je vais me rattraper dans ce que j'ai à vivre. Je vous laisse en réflexion. Deuxième chose qui m'a été donnée de vivre il n'y a pas très longtemps, avec une personne que beaucoup d'entre vous connaissent, c'est le père Luc Thomasson, qui est un de mes amis, avec qui nous avons accompagné une personne qui avait, s'appelle, contracté, entre guillemets, je dis bien ça, une leucémie aiguë myéloïde foudroyante, et qui était pas du tout dans une disposition de spiritualité. Et elle disait, ben ouais, elle m'a toujours dit, mais si un jour il m'arrive quelque chose, une maladie, une saloperie, je cite, tu penses, vraiment débrouille-toi, mais convoque les copains médecins et hop, c'est fait. Arrive malheureusement ça, elle me dit, je suis dénommée personne de confiance, Luc Thomas va s'occuper de l'âme, moi du corps, et nous nous retrouvons dans un accompagnement de quelqu'un qui absolument pas, qui était plutôt même anticlérical, mais qui avait comme avis Luc Thomasson et moi, qui connaissait mes orientations spirituelles. Écoutez, nous avons vécu quelque chose, et vous pouvez, ceux qui le connaissent, interroger le père, nous avons vécu quelque chose d'extraordinaire à travers l'accompagnement. C'est-à-dire, nous avons vu la personne qui a accepté justement de changer, de vivre des choses à travers les soins palliatifs. Et une conversion. Alors, on n'était pas là vraiment pour évangéliser, on était juste en tant que témoin, on n'avait pas le mot crâne quand même. On témoignait, on l'écoutait, on l'accompagnait, on recevait, et on essayait d'être juste de l'aimer, en gros. Et donc, on a vu ce changement, cette conversion du cœur, de l'esprit, et je vous donne ma parole d'honneur. Il vous la donnera, il a témoigné dans son homélie, dans son décès, qu'elle nous a dit, quelques heures avant sa mort, puisqu'elle est morte dans nos bras, quelques heures avant, j'ai vécu les 15 plus beaux jours de ma vie. Merci. Après, le reste, ça lui appartient. Elle avait vraiment cheminé. Et pour nous, ça a été un témoignage et ça a renforcé notre foi.
réfléchi, mais bon, j'espère que je ne serai pas celui qui donnera le mot de la fin, en toute humilité. J'avoue que effectivement, là on est en train de traiter quelque chose de pas aisé, d'extrêmement difficile. La preuve en est qu'on a fait appel aux législateurs ou apparentés, législateur et celui qui explicite, nous explicite la loi. On a fait appel effectivement aux professionnels de santé dont je fais partie, parce que je suis médecin réanimateur et anciennement urgentiste, alors j'ai été confronté à ces situations plus d'une fois. Et effectivement, le troisième partenaire dans cette discussion, c'est le peuple, c'est le citoyen, c'est la masse, c'est la substance. C'est pour dire que effectivement, ce n'est pas une question si facile et si aisée que ça, sinon on sortirait tout de suite maintenant avec une loi qui est actée, on va la voter ici, et puis Macron en tiendra compte, ou pas. Effectivement, moi j'insiste sur deux points. Le premier, c'est qu'effectivement, les lois ne sont pas assez connues et assez expérimentées. Même si tu me dis, Thierry, que la dernière fois on a posé la question, il y a 80% de la salle qui ont levé le doigt. Je me pose des questions si ils connaissent, si on connaît, moi le premier, ces lois-là à la perfection. La loi Leonetti-Claeys de 2016 a légiféré en matière de sédation profonde et continue de façon irréversible jusqu'à la mort. Bien évidemment, c'est sous-entendu sans intention de donner la mort comme avant la loi sur le double effet de la morphine, etc. Donc, est-ce que cette loi est connue? Je ne suis pas très sûr. Est-ce qu'elle est appliquée bien comme il faut? Je pense que oui, par les professionnels de santé, en l'occurrence les gens de soins palliatifs, les réanimateurs et les gens qui sont exposés ou sollicités pour l'appliquer. Oui, c'est la loi de la sédation profonde la sédation profonde et continue jusqu'à la mort, c'est déjà une forme, j'allais dire, d'euthanasie. Moi, je disais, je regardais bien et j'écoutais avec beaucoup d'attention Thierry Mortrel, avec cette difficulté d'exercice que quand il était amené à instaurer donc un protocole de sédation profonde et continue, c'était quand même pas sans gêne, quoi. C'était et si on s'est trompé sur le pronostic, et si on pouvait faire marche arrière, et si on avait arrêté, parce que à un moment donné on parlait aussi de la réversibilité des sédations profondes, notamment chez les patients cancéreux, donc faire une sédation profonde pour essayer de passer un cap, et pourquoi pas passer effectivement une phase dépressive et revenir en arrière, et peut-être que le patient dira oui, j'ai passé le cap dépressif et maintenant je veux continuer. Donc c'est pour dire que c'est un exercice extrêmement difficile, il ne faut pas abuser. Aller vers une loi légiférant pour une euthanasie absolue, à mon sens, et je rejoins mes collègues, je pense que c'est un raccourci qui nous renvoie vers nos propres responsabilités, ceux de la déshumanisation, ceux de l'échec sociétal, l'échec humain et l'échec spirituel et l'échec de fraternité, tout simplement. Juste une autre réflexion pour le suicide assisté. Moi, je suis médecin réanimateur, je fais de la médecine depuis une trentaine d'années. Tu sais, Thierry, mon cher confrère et le juriste, que le suicide assisté et l'euthanasie, moi, c'est la même substance. Je ne fais pas beaucoup de distinguo, parce qu'au bout, c'est une mort assistée. Le suicidaire qui demande de l'assistance, je ne l'incombe pas. Ne serait-il pas en train de se déculpabiliser et d'impliquer la masse avec lui pour dire que vous êtes responsable de mon état, j'aimerais vous impliquer dans ma mort. Et ça aussi, c'est une autre forme d'absence d'humanisation,
d'absence de fraternité, d'absence de spiritualité, et aller très très rapidement vers les raccourcis. Excusez-moi pour... Voilà. Je voudrais juste préciser deux choses. La sédation profonde et continue, ce n'est pas une euthanasie déguisée. L'intentionnalité n'est absolument pas la même. Je ne voudrais pas qu'on laisse croire que c'est une euthanasie déguisée. Quant au suicide assisté, l'assistance que demande le patient, c'est pas tellement... c'est d'avoir recours à un mode jugé plus élégant de mourir que de se pendre ou de sauter d'une santé mentale. Mais c'est le patient lui-même qui fait le geste de mettre le comprimé dans sa bouche. Voilà. L'assistance, elle vient juste du fait qu'on lui permet d'accéder au produit et qu'il y a éventuellement un bénévole qui est présent ou quelqu'un qui est là présent au moment du geste. Et que ça ne se fait pas dans la solitude des suicides habituels. Nous pourrions poursuivre et nous le ferons puisque nous avons un autre rendez-vous qui sera au mois de mai. Alors, il y aura une communication sur la date exacte. Lorsque nous avons eu cette intervention qui disait qu'il fallait accompagner bien avant simplement ces derniers moments, eh bien, d'une certaine façon, nous y avons pensé avec Hélène Delfaux et ici avec des personnes qui parlent avec nous de ces questions, et nous allons, au fond, reconvoquer les différentes communautés croyantes. Nous avions eu cette conférence qui présentait la réponse des croyants à cette question, vivre sa vie jusqu'à la fin. Nous allons reconvoquer ces communautés croyantes, mais cette fois-ci, non pas pour les entendre sur les principes, mais pour les entendre sur que font les communautés. Que font les communautés pour accompagner? Et donc je pense que ça répond en partie à la question et à l'observation que vous aviez soulevée tout à l'heure. Mais en tout cas, c'est revenir, puisque on voit bien que cette notion d'accompagnement, être avec autrui et pour autrui, est un élément absolument essentiel. Alors, que font les communautés croyantes? Ce sera l'objet du prochain rendez-vous. Il nous reste donc à remercier toutes celles et ceux qui ont pris part à cette soirée, le docteur Monclet, le docteur Rio. Nous remercions Maître Pérez-Couf également pour son intervention. Et puis nous remercions aussi Hélène Delfaux qui est largement une cheville ouvrière de tout ce qui se fait ici. Si vous me remerciez, c'est toute l'équipe. Sœur Candela, très active, Elisabeth Tolera, parce que c'est toute l'équipe qui met ça en œuvre. Et je rebondis sur la suggestion du père Waflar. Donc on va évoquer ce que nous faisons dans nos communautés, mais il y a ce que nous ne faisons pas que nous pourrions faire, et ça pourrait être, je suis d'accord avec le père Waflar, des matières pour des groupes de réflexion, et en particulier aussi, on en a parlé avec Christine Rousseau, le père Albert Ebrard qui est spécialiste de la question, la fin de vie du point de vue de la personne vieillissante. Pas uniquement du point de vue de la personne dans un état de maladie très très avancé. Voilà. Je vous rends la parole. Bon retour à tous et à une prochaine fois. Merci.